Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Ulysse pour la dernière chronique de la semaine sur la situation birmane. Comme on vient de l'entendre à travers les chroniques précédentes, le coup d'État a renversé une situation politique qui était déjà très précaire. Et on va voir comment est-ce que ce nouveau pouvoir politique imposé a été accueilli, que ce soit à travers le ressenti de la population, mais aussi par rapport au positionnement diplomatique des quelques grands acteurs de la scène internationale. Au niveau des réactions internationales, la réaction des Nations Unies a été sans surprise, avec une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à la suite du coup d'État. Le but était de voter une résolution pour condamner le coup d'État, ce à quoi la Chine a évidemment mis un veto. Malgré les condamnations, aucune mesure n'est pour l'instant prise et très récemment, l'ambassadeur birman à l'ONU, rompant ses liens diplomatiques avec l'ONU, a conclu son discours en appelant à la fin du coup d'État et en montrant sa main avec les trois doigts levés, symbole d'opposition au coup d'État. Une autre institution importante, c'est l'ANAS, l'Association des Nations d'Asie et du Sud-Est, composée de 10 pays de la zone géographique, avec parmi eux la Birmanie, l'Indonésie, Singapour, le Vietnam et autres. C'est une alliance qui est essentiellement politique et économique, et ce qui est fondamental pour comprendre sa réaction, c'est qu'elle n'a pas pour prérogative d'employer la force au sein des pays membres, et a même pour identité de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de chaque pays. Il faut savoir qu'en 2008 a été signée la charte de l'ANAS, au sein de laquelle figuraient plusieurs principes, et parmi ceux-ci de favoriser l'implantation des démocraties dans la région. Mais du coup, on pourrait se demander ce qu'a fait et ce qu'aurait pu faire l'ANAS à propos du coup d'État en Birmanie. Si ce coup d'État représente un sérieux recul de la démocratie, l'ANAS n'a paradoxalement pas à s'en occuper puisqu'elle n'a aucune volonté d'ingérence. Et même si elle avait voulu, la méthode coercitive ne faisant pas partie de ses prérogatives, elle n'aurait rien pu faire de concret. Finalement, le plus grand paradoxe est que des observateurs de l'ANAS ont été envoyés en Birmanie pour vérifier la bonne tenue des élections législatives et qui ont confirmé la légitimité de ces élections. Aujourd'hui, l'ANAS ne peut se contenter que de dialoguer avec le nouveau pouvoir en place et appelle au dialogue, à la réconciliation et à un retour à la normalité. Pour ce qui est de la nouvelle administration Biden, elle s'est clairement positionnée en opposition face à la prise du pouvoir de la junte militaire. La Chine, quant à elle, soutient implicitement et avec son langage diplomatique le coup d'État militaire. Elle a sur le plan géopolitique beaucoup plus d'intérêt à collaborer avec le commandant en chef de l'armée Min Aung Hlaing que l'ancienne conseillère administrative de l'État Aung San Suu Kyi. L'Union européenne rejoint la position américaine en dénonçant fermement le coup d'État et en appelant à la libération des prisonniers et a même menacé conjointement avec les États-Unis de réitérer les sanctions économiques d'antan si l'armée venait à tirer à balles réelles sur la foule. En réalité, les images les plus marquantes ne sont pas celles qui viennent de l'extérieur, mais bien les réactions intérieures face au coup d'État. La population, dans sa très grande majorité, est totalement opposée à une reprise du pouvoir des militaires. Et dès les premiers jours suivant le coup d'État, il y a eu des appels à la mobilisation. Et ce qui rend l'événement particulier, c'est que, une fois l'armée installée au pouvoir, elle a instauré la loi martiale et a coupé tous les moyens de communication au niveau de la population. Et malgré cette rupture, des mouvements de désobéissance civile se sont constitués. Et aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que des grands mouvements d'opposition et de contestation se forment. On a eu par exemple dès les quelques jours qui ont suivi le coup d'État, une action forte des employés des services publics, médecins, professeurs et enseignants qui ont arrêté de travailler en signe de protestation. Un élément pour expliquer un tel soulèvement aussi rapide est sûrement dû au fait que Aung San Suu Kyi voulait progressivement réformer la constitution en donnant plus de pouvoir à la population et donc moins à l'armée. Ainsi, maintenant que l'armée a repris le pouvoir, le processus de démocratisation du régime s'est complètement arrêté et la population se trouve en désaccord total pour la très grande majorité d'entre eux. Pour ce qui est de la répression, on sait que l'armée birmane a eu pour habitude dans son histoire de réprimer très férocement les oppositions à un État militaire, mais ici la répression ne suffit pas à casser le mouvement, même si les morts s'accumulent, le front de contestation ne se fissure pas. Et depuis déjà quelques semaines, les tensions n'ont fait qu'accroître jusqu'à atteindre un degré de quasi-guerre civile. L'armée ne se retient même plus de tirer à balles réelles sur les manifestants et on décompte déjà plus d'une vingtaine de morts. Notamment dans les grandes villes du pays comme Mandalay, Moniwa ou Rangoon, les manifestations qui étaient très tendues jusque-là deviennent des champs de bataille. Au niveau des acteurs politiques, la fronde intérieure à ce nouveau gouvernement militaire est un groupe qui s'appelle le Comité représentant l'Assemblée de l'Union, CRPH en anglais. Il est composé pour sa grande majorité de députés issus du parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie. Leur mot d'ordre est celui d'assurer la bonne représentation que leur a donnée les élections législatives de 2020 et de former le groupe politique d'opposition principal face à Min Aung Hlaing, le numéro 1 du nouveau régime. Merci Ulysse pour ce bilan, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'équipe de Margot qui va traiter du dopage dans le sport. Bonne soirée!